bonjour à toutes et à tous. Donc, on accueille pour la première partie de cette soirée donc Laurence Nardon. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc Laurence dirige le programme Amérique au pluriel de l'IFRI. Alors tu suis depuis donc très longtemps notamment les États-Unis. Tu as publié récemment, enfin à l'été dernier me semble-t-il, une géopolitique de la puissance américaine. Et surtout, tu es intervenu à plusieurs reprises devant les membres partenaires de Futurible, ce qui est l'élément crucial à retenir, pour pouvoir faire des points d'actualité tournés vers la prospective. Donc, ça a essayé de produire une analyse qui soit une analyse donc tournée vers l'avenir de l'actualité de ce qu'il se passait aux États-Unis. Et tu avais notamment aussi écrit un article en 2016 pour la revue Futurible dans laquelle tu décryptais les programmes des candidats aux élections présidentielles de 2016 et tu décryptais donc la politique étrangère de ces candidats. Et alors j'avais envie, j'ai relu l'article moi, parce que j'aime bien retourner sur le passé. J'ai le droit de relire un tout petit passage ou pas? Donc ça concernait un candidat qui s'appelait Donald Trump, qui à l'époque était un candidat qu'on ne prenait pas forcément complètement au sérieux. Et donc tu disais, Donald Trump, en 2016, donc il y a 10 ans, est à bien des égards un candidat fascinant qu'il est difficile de cerner. En première analyse, on est arrêté par la violence de ses propos, le caractère fantaisiste de certaines de ses propositions. Ensuite, on ne sait si celles-ci font partie d'un programme cohérent et durable ou si elles sont des déclarations spontanées sur lesquelles il aura changé d'avis le lendemain. Voilà. C'était pas mal, mais ça reste vrai peut-être. Et puis, bon, la question maintenant qui se pose, c'est effectivement, 10 ans après, est-ce que tu dirais la même chose? Est-ce que les analystes, parce que tu disais justement, il y a peu d'analystes qui se préoccupent de Donald Trump, est-ce que tu dirais finalement aujourd'hui, on est toujours dans ce creux-là? Est-ce qu'on est rentré dans une géopolitique fantasque qui résulte finalement que de la bonne volonté ou des désirs donc, de ces dirigeants et premièrement du président donc de la première puissance mondiale, les États-Unis, ou bien est-ce que finalement il y a quand même des lignes de force, des éléments très structurants, et donc nous, prospectivistes aux abois, qui essayons de lire l'actualité internationale, eh bien, est-ce qu'on a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut se raccrocher, non pas pour prédire l'avenir, mais pour moins essayer d'encadrer les différents futurs possibles avec quelques scénarios. Voilà, donc est-ce qu'on est rentré, c'était le thème qu'on t'avait proposé, dans une ère des relations internationales imprévisibles, marquée par le symptôme Donald Trump, ou bien est-ce que finalement tu peux voir un certain nombre de lignes de force? Et voilà, et on a jusqu'à 6h30 avec donc un temps d'intervention et ensuite des questions-réponses si vous le voulez bien. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction, ce rappel de cet article dont je me souvenais moins, je dois avouer. Le sujet de Trump est un sujet en or pour Futuri, parce que comme vous travaillez sur la prospective et sur les questions de prévision et d'imprévisibilité, avec Trump, vous avez vraiment... quelqu'un qui est extraordinaire, parce que si je me reporte à 10 ans en arrière et que je vois le chemin parcouru, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'imprévisibilité de Trump? Il y a 3 choses à dire en introduction qui seraient... la première, c'est que il est toujours imprévisible et c'est lié à son caractère personnel. Enfin, alors je ne suis pas psychologue et aucun psychologue diplômé n'a parlé en public en l'ayant ausculté directement. Donc ceux qui l'auscultent ne disent rien et ceux qui parlent en public sont des parce qu'il y en a, notamment l'Association américaine de psychologie sort des diagnostics régulièrement sur Trump, mais ils ne l'ont pas vu directement. Donc ça, médicalement, c'est pas complètement carré, mais enfin, ils disent que c'est un personnage narcissique, extrêmement susceptible, etc. Et donc, ça explique en partie son imprévisibilité, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième, donc, il y a une imprévisibilité, liée à la psychologie même du personnage. Il y a une seconde imprévisibilité qui est liée à la stratégie. C'est-à-dire qu'il s'agit, et ça Steve Bannon l'avait déjà dit en 2016, il s'agit de mettre l'adversaire, parce qu'on est dans un monde d'adversaires, c'est une cour de récré mondiale extrêmement agressive. Enfin, leur vision du monde n'est pas du tout une vision gagnant-gagnant où on cherche à être dans l'apaisement. Bref, il faut que l'adversaire soit en permanence dans un état de sidération et de confusion psychologique par rapport à ce que Trump va pouvoir dire. Donc il y a une question de stratégie, de tactique. En tout cas, c'est ce que dit Steve Bannon.
dans le maniement de cette imprévisibilité. Et puis le troisième élément, et alors là je romps avec ce que je viens de dire, c'est que malgré tout ça, je crois qu'il y a des lignes de force et il y a des invariants chez Trump. Et Trump a, il me semble, alors est-ce qu'on peut parler de colonne vertébrale? Je ne sais pas, mais en tout cas un certain nombre de principes qui permettent de le suivre et de prévoir ce qu'il va faire. Ça reste compliqué, parce que très souvent, on dit quelque chose et puis il dit l'inverse le lendemain. Donc c'est vraiment, pour nous chercheurs qui essayons de faire sens des choses, c'est un challenge et c'est une leçon d'humilité fréquente que de travailler sur Trump, et je parle pour moi. Alors, donc ça, c'était une sorte de contexte autour du personnage. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet et rentrons dans la politique étrangère de Trump. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est le point auquel sa politique étrangère de 2025 diffère de celle de 2017. Je me trompe bien. Son premier mandat. Pendant son premier mandat, il pratiquait ce qu'on a pu appeler un nationalisme de repli, c'est-à-dire qu'il fallait cesser de s'engager dans des guerres coûteuses, cesser de payer pour des alliés qui en fait sont des arnaqueurs, et donc il fallait se retirer de tout ça et se concentrer sur la restauration de la prospérité américaine. Make America Great Again. Et puis, donc on avait pu penser, enfin, on aurait pu penser qu'il allait faire pareil cette fois-ci, mais il y avait quand même pas mal de signaux qui montraient que cette fois-ci, s'il était réélu, je parle, par exemple, si on m'avait posé la question il y a un an, j'aurais certainement dit qu'il allait arriver beaucoup plus préparé, avec des projets beaucoup plus agressifs, et c'est effectivement ce qui s'est réalisé. Et avant de rentrer dans les détails, je veux juste vous citer un article très intéressant qui est sorti dans The Atlantic il y a peut-être... maintenant, je pense 3 semaines, un mois, avec des journalistes de The Atlantic qui ont réussi à interviewer Donald Trump. Et Dieu sait qu'il n'aime pas The Atlantic, puisque c'est des représentants des élites démocrates qui ont trahi l'Amérique, etc. Donc, il a quand même bien voulu. Ça, c'est son côté showman. Il a quand même accepté de leur donner une interview. Et dans cette interview, il dit un truc vraiment très significatif. Il dit, lors de mon premier mandat, je gérais le pays et j'essayais de survivre. I was running the country and I was trying to survive. Et là, dans ce survive, il fait allusion à toutes ces attaques judiciaires, les procès, les impeachments qu'on a lancés contre lui pendant le premier mandat. Donc voilà, il était un peu en mode défensif, d'où le nationalisme de repli, alors que, suite de la phrase de Trump, cette fois-ci, I'm running the country and I'm running the world. Je gère le pays et je gère le monde. C'est-à-dire que cette fois-ci, réélu de manière complètement réglo, avec des équipes complètement prêtes depuis des mois à ses côtés, il est totalement en confiance pour pratiquer un nationalisme qui n'est plus un nationalisme de repli, mais un nationalisme conquérant. Alors, on le voit de deux manières. D'abord, avec ses revendications territoriales totalement sidérantes qu'il avait exprimées un peu pendant la campagne, mais qu'il a exprimées vraiment de manière très résolue le 7 janvier. Alors, il était encore président élu, il n'était pas investi. Il avait fait une conférence de presse à Mar-a-Lago, et c'est là qu'il revient sur ses revendications territoriales, donc le Canada, le canal de Panama et le Groenland. Alors là, on n'en entend plus trop parler, mais je pense qu'il va probablement y revenir quand s'il y a un moment de calme et s'il a besoin de faire un buzz et puis qu'il n'a rien d'autre sous la main, je pense qu'il y reviendra. Donc, un nationalisme, comme vous le voyez, de conquête territoriale. Et là, il renoue avec McKinley et Roosevelt, c'est-à-dire les grands présidents républicains de la fin du 19e qui avaient, à l'époque, pratiqué une sorte on peut parler de colonialisme américain à l'époque. 1898 sous McKinley, c'est l'année où les États-Unis, alors ça ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'était préparé depuis plusieurs années, mais c'est cette année-là, 1898, que les États-Unis conquièrent Cuba, Porto Rico côté Atlantique, et dans le Pacifique conquièrent Hawaï, l'île de Guam, les Philippines. J'en oublie quelques autres petites miettes dans l'océan Pacifique, mais enfin voilà. Et
ces conquêtes américaines, on croyait que c'était vraiment du passé, mais voilà que Trump les remobilise pour l'avenir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième attitude très agressive de ce Trump nouveau, de ce Trump 2, c'est tout son rapport aux élites européennes. Et je dis bien ça, je dis pas juste à l'Europe, je dis aux élites libérales européennes. Alors là, évidemment, vous vous souvenez tous des deux événements marquants qui sont le discours du vice-président J.D. Vance, c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, Saint-Valentin sanglante, à la conférence sur la sécurité de Munich. Vous savez, quand il a dit que l'Europe, les Européens s'attaquaient à la foi des chrétiens en s'attaquant à la liberté d'expression, enfin bon bref, en faisant un discours extrêmement agressif sur les Européens. Ça, c'était le 14 février. Et puis le 28 février, cette horrible scène, enfin cette scène de harcèlement de groupe contre Zelensky dans le bureau ovale. Alors là-dessus, juste un mot pour développer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces attaques contre l'Europe ? En première analyse, on pourrait dire, ah ben voilà, les États-Unis de Trump rompent avec l'Europe, il y a donc une césure au milieu de l'Atlantique comme ça. En fait, je crois que c'est plus compliqué que ça. En fait, cette rupture dans le camp occidental, c'est pas une rupture géographique entre les États-Unis et l'Europe, c'est en fait une rupture idéologique, parce que si on veut opposer, enfin ça va beaucoup plus loin qu'opposer une Amérique trumpiste à une Europe libérale. En fait, des Trumpistes, on en a chez nous en Europe. C'est des illibéraux comme Viktor Orban, comme la Slovaquie de... Comment s'appelle le président de la Slovaquie ? Nico ? La Pologne, comme on l'a vu il y a une dizaine de jours. Alors ça, c'est ceux qui sont au pouvoir, mais il y a des partis politiques illibéraux dans les oppositions partout. Nous, on en a 2 en France, donc on sait bien de quoi on parle. Et puis, des libéraux au sens philosophique du terme, il y en a aussi côté américain, évidemment. Ce sont les républicains modérés. Alors, ils se taisent, on ne les voit pas, mais je suis sûre qu'ils existent encore et qu'ils sont cachés quelque part au sein du Republican National Committee. Mais enfin, il y en a encore. Et puis, côté démocrate, il y a une moitié du parti démocrate qui est tout à fait libéral, modéré. C'est le courant de Biden qu'on n'entend pas. Là aussi, je vous l'accorde, ils sont complètement dans un état, là aussi, de sidération depuis leur défaite de novembre dernier, qui pour eux est un désaveu absolument affreux. Enfin, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de penser à cette rupture comme une rupture géographique, il faut plutôt l'envisager comme une rupture idéologique qui serait, si vous voulez, non plus verticale au milieu de l'Atlantique, mais en fait horizontale, et qui traverse les 2 régions, qui traverse les 2 continents. En Amérique du Nord comme en Europe, nous avons des courants libéraux et des courants illibéraux. Suivant les élections, ça change de camp. Les équilibres sont dans une sorte de renouvellement permanent, enfin, à mesure que les élections ont lieu. Ok, restons un instant sur cette histoire d'opposition entre libéraux et illibéraux des 2 côtés de l'Atlantique. Moi, je suis très frappée depuis que j'étudie Trump, ça fait 10 ans et ça m'a paru beaucoup plus long. Mais ça fait donc des années que je travaille sur Trump et sur tout son courant MAGA autour de lui. Je suis très frappée par la richesse et l'importance et la régularité des échanges entre intellectuels d'extrême droite de part et d'autre de l'Atlantique. Il y a plusieurs fois par an des conférences NatCon, National Conservatives, qui réunissent des intellectuels. Alors, elles se produisent soit à Washington ou aux États-Unis, soit en Europe, dans plusieurs endroits. Il y en a une à Bruxelles, il y en a évidemment en Hongrie très souvent, parce qu'ils doivent avoir des conditions d'accueil très favorables. Bon, ça c'est pour les conférences NatCon. Et il y a aussi chaque année la conférence CPAC, c'est le Conservative Political Action, c'est la Conservative Political Action Conference qui a lieu, il y en a eu en Europe, et elles ont souvent lieu aux États-Unis au mois de février. Et typiquement, ils vont inviter Marion Maréchal Le Pen, ils vont inviter Renaud Camus, des gens comme ça. Et en fait, il y a une production, une effervescence intellectuelle dans ces cercles autour de questions comme l'immigration, évidemment, le respect de l'état de droit, les droits de l'homme, la technologie, enfin tous les grands sujets qui
qui intéressent les électeurs sont traités dans ces forums, donnent lieu à la création d'idées programmatiques pour mettre dans les programmes des partis. Enfin, je trouve que c'est très... Enfin, je ne suis pas censée prendre parti, mais cette productivité, je la trouve très préoccupante parce qu'elle est très efficace et très fertile. Et ce que je voudrais dire, une fois que j'ai dit ça, c'est qu'il me semble que s'il y a un truc à faire entre courants libéraux, c'est vraiment de se mettre à discuter en transatlantique pour essayer d'inventer des idées à proposer aux électeurs sur les sujets extrêmement brûlants que sont l'immigration, l'économie, le commerce international, enfin tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, j'en ajoute d'autres, mais parce que au final, j'ai l'impression que les libéraux entre États-Unis et Europe, je vais revenir à Trump, mais je veux juste finir là-dessus, les libéraux, en fait, depuis des années, depuis 1945, depuis 1991, chute de l'URSS, ont senti qu'ils étaient un petit peu en confiance et qu'ils dominaient un peu la situation du point de vue des idées. Et on vit dans ce monde libéral sans réfléchir à sa fragilité et sans réfléchir aux moyens de le protéger. C'est-à-dire que chaque fois que les chefs d'État se rencontrent, par exemple... Biden, l'an dernier, quand il est venu pour les célébrations des 80 ans du débarquement, c'était il y a un an pile, il a fait un super discours sur les plages de Omaha Beach en célébrant l'entente transatlantique, les valeurs qui nous relient, qui remontent aux Lumières, etc. Ok, mais c'était une sorte de commémoration convenue, et c'est toujours comme ça, mais derrière... Personne ne se met en route pour se dire bon bah alors ok, mais on est quand même un petit peu menacé par tous ces courants d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des discussions assez riches entre le Parti démocrate et les travaillistes britanniques. Ils se voient très souvent, ils discutent entre think tankers, politiques, etc. Mais nous, le continent, il faut qu'on raccroche nos wagons à ces processus. Et j'imagine, par exemple, il faudrait que les journalistes, les universitaires des deux côtés se voient pour discuter de tout ça. Il faudrait, par exemple, que les politiques discutent, qu'on invite des Américains lors des universités d'été, des partis modérés, et vice-versa. Voilà. Bon, c'était en passant, je trouve que c'est extrêmement important de réfléchir à ça. Revenons à Trump. Donc, une politique étrangère beaucoup plus agressive aujourd'hui, mais, une fois de plus... J'avais commencé à... Ce que j'ai dit là sur Trump et ces deux politiques étrangères, nationalisme de repli, nationalisme d'agression, notamment anti-européen, enfin anti-libéralisme occidental, on va dire, ça c'est quelque chose que je peux dire depuis plusieurs mois. Et puis, à nouveau, Trump a fait d'autres choses. Par exemple, qui va m'amener à vous dire autre chose pour conclure. Donc on était sur ce nationalisme d'agression. J'étais très sûre de moi à expliquer que Trump était sur cette ligne-là, que ça n'allait pas bouger, que c'était quelqu'un qui aimait les hommes forts parce qu'il aime les gens qui pratiquent un certain illibéralisme. Donc il est dans la main de Poutine, il est dans la main de Netanyahou, Erdogan, etc. Et puis, dans le mois qui vient de s'écouler, on l'a vu à nouveau changer de pied sur ces sujets. Et je veux parler notamment de Poutine, qu'il a critiqué, alors pas énormément, mais quand même à plusieurs reprises, parce qu'en fait, il se rend compte que Poutine, si ça se trouve, et pardonnez-moi l'expression, mais si ça se trouve, Poutine se fout de lui depuis le début sur cette question de négociation avec l'Ukraine. Puisque, en fait, Trump donc, voulait conclure une paix en 24 heures, etc. Bon, ça allait prendre un petit peu plus de temps. Il demande à Poutine de négocier, à Zelensky aussi. Bon, voilà, vous savez toute cette histoire. Mais en fait, on voit bien, enfin, n'importe qui comprend que Poutine n'a aucun intérêt à faire la paix tout de suite, vu qu'il continue très lentement à avancer sur le territoire ukrainien. Et donc, il joue la montre. Et Trump a fini par s'en rendre compte et a critiqué Poutine. Ça, c'est pour l'affaire Ukraine. Mais ce qui était encore plus frappant, c'est la manière dont Trump a ignoré, pour ne pas dire trahi, je ne sais pas si ce n'est pas un mot un peu fort, mais en tout cas, n'a pas du tout tenu compte de Benyamin Netanyahou dans les séquences qui viennent de s'écouler, notamment, la libération du dernier otage israélo-américain par le Hamas,
sans même que Netanyahou soit au courant, de la réouverture des négociations avec l'Iran. Bon, elles sont en train de capoter, mais quand même, c'était quelque chose que le gouvernement du Likoud déteste. Enfin, ils sont tout à fait contre. Pourtant, Trump l'a fait. Troisièmement, sa tournée triomphale dans les monarchies du Golfe, là, c'était il y a 15 jours, pour conclure des contrats. On voit bien que là, la proximité idéologique de Trump et de Netanyahou, qui sont tous les deux des dirigeants à tendance illibérale et surtout extrêmement nationalistes, on voit bien que cette proximité idéologique, en fait, elle ne fonctionne plus, enfin, elle ne suffit pas. Alors, le chercheur se dit en permanence, mais comment faire sens de tout ça? Et alors j'ai une réponse et je vais vous la donner. Mais évidemment, elle ne vaut que pour aujourd'hui, parce que si ça se trouve, Trump va nous emmener encore autre part dans les semaines qui viennent. Mais au final, aujourd'hui, je pense que les 2 points fixes qui permettent de comprendre Trump et de prévoir Trump sont les suivants. C'est 1, l'image, et 2, le profit. Je crois au final que Trump, finalement, ce qui compte le plus pour lui et ce qui va être vraiment les éléments prédictifs de son comportement, c'est son image. Alors, quand je dis son image, c'est son image et celle des États-Unis. Parce que là, dans ce second mandat, il confond probablement les deux. Enfin, il lie probablement les deux. Et ça permet de dire que, par exemple, donc, l'image, c'est que les États-Unis doivent être le pays le plus important du monde, le plus fort dans la grande cour de récré mondiale. Et l'image est extrêmement importante. Et c'est pour ça que se faire blouser par Poutine est inacceptable. Parce que ce que Trump déteste avant tout, c'est que son image soit abîmée, ce qu'on peut traduire par passer pour un loser. Lui et le pays derrière lui. Et c'est pour ça qu'il se met en colère contre Poutine, parce que Poutine, avec son comportement sur l'Ukraine, fait passer Trump et les États-Unis derrière lui. Enfin, le risque, c'est qu'il passe pour des losers dans cette négociation sur l'Ukraine. Ça, c'est point 1. Et sur Netanyahou, je crois que du coup, c'est plutôt le profit qui va compter là. Et que Trump et les États-Unis ont plus à gagner à conclure tous ces contrats avec les monarchies du Golfe qu'à se tenir prêt aux côtés de Netanyahou dans la politique... enfin en tout cas de crimes de guerre, en tout cas qu'il conduit à Gaza depuis 1 an et demi maintenant. Voilà. Et donc je pense que ce sont les 2 points finalement qui sont les invariants de la conduite de Trump. Mais voilà, je peux m'arrêter là juste pour dire que en termes d'image et de profit, ça explique aussi le nationalisme de Trump en réalité. Hein. Si on boucle la boucle, l'image et les profits sont mis au profit, excusez-moi de la répétition, du pays tout entier dans la vision telle qu'elle est développée par Trump. Quand, Laurence, tu dis Trump, alors de temps en temps tu dis Trump et les États-Unis, mais bon, quand on est sur quelque chose d'un peu imprévisible, d'un peu fantasque, etc., ces dirigeants ne sont quand même pas tous les pouvoirs, il y a quand même des courroies de rappel, etc. Et c'est vrai que là, depuis le début du 2e mandat, on a un peu l'impression que voilà, on ne sait plus très bien de quoi on parle quand on parle de Trump ou de la politique étrangère américaine. Donc comment ça se joue ça? Il y a quand même des institutions. Oui, excellente question. Et en effet, c'est un angle mort dans ma présentation. Mais effectivement, il y a des gens autour de Trump, et surtout dans ce second mandat, il y en avait déjà quelques-uns la première fois, mais moins. Il y a un certain nombre de conseillers autour de lui qui sont extrêmement construits d'un point de vue intellectuel. Il faut en parler, et on va en parler. Je veux juste dire qu'au final, c'est quand même Trump qui décide. Donc ces gens ont une influence, certainement, mais elle est difficile à évaluer de crise en crise ou de buzz en buzz. On ne sait jamais trop bien si leur influence est si importante que ça. Néanmoins, c'est tout à fait exact. Il y a aujourd'hui, derrière lui, un certain nombre de courants idéologiques, 3, peut-être même 2,5 maintenant que Elon Musk est parti. Il y a un premier courant qui est le courant MAGA, je veux dire traditionnel, enfin qui était déjà là en 2016. C'est le courant populiste d'extrême droite, xénophobe, enfin l'extrême droite normale comme on l'a aussi chez nous.
c'est un courant qui, en politique étrangère, est plutôt opposé aux interventions en réalité. Parce que, enfin, est-ce qu'on peut parler de jacksonisme encore dans cette seconde Oui, on peut. Les jacksoniens sont un courant de politique étrangère américain, donc très d'extrême droite, qui est très clanique. Et donc, ça donne deux choses. Ça donne des gens qui souhaitent, en général, être plutôt isolationnistes et ne pas se mêler des affaires des autres, parce que finalement, ils s'en fichent. Enfin, il y a un certain égoïsme revendiqué. En revanche, les jacksoniens, quand ils se sentent insultés ou que leurs intérêts sont en jeu, n'hésitent pas à être extrêmement va-t-en-guerre. Donc voilà, c'est une conception qui, du coup, est difficile à classer, parce qu'ils sont à la fois isolationnistes et à la fois interventionnistes, mais ça dépend de comment ils vivent les événements. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le clan MAGA, si vous voulez, qui est représenté par J.D. Vance derrière Trump, qui lui est vraiment un jacksonien typique. Il vient des Appalaches, enfin, ça, il coche toutes les cases. Après, il y a ceux qui sont très anti-chinois, et il y en a quelques-uns, comme notamment Elbridge Colby, qui est l'un des responsables de la première administration Trump, qui est aujourd'hui à la tête d'un petit think tank qui s'appelle l'Initiative Marathon, la Marathon Initiative. Bon. Et lui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon actuel aux États-Unis un prioritizer. Pourquoi ? Parce qu'il met la priorité sur l'ennemi chinois. Il veut qu'on laisse tomber l'Ukraine, qu'on laisse tomber le Moyen-Orient et qu'on mette tous les moyens sur la guerre contre la Chine qui va certainement se produire, ou en tout cas la dissuasion de la Chine, si on est optimiste. Ça, c'est les deux courants principaux. Et puis le troisième, ce sont les libertariens de la tech, représentés par Elon Musk. Alors, qu'est-ce qu'on en dit, puisque Elon Musk est parti ? On peut penser qu'il y en a encore qui ont une certaine influence. Et alors, eux, c'est très intéressant, parce que du point de vue de la politique étrangère américaine, ils sont pas là du tout, parce qu'ils ne sont pas du tout nationalistes. Les libertariens de la tech américaine sont particulièrement intéressés par le profit, le capitalisme, l'entrepreneuriat. Donc eux, ce qui compte pour eux, c'est que on les laisse faire leur business tranquille et qu'il y ait le moins de régulation, le moins d'impôts possible pour faire le plus possible de business. Et donc ceux-là, finalement, n'ont pas tellement de positionnement en politique étrangère. Et j'ajouterais de toute manière, avec le départ de Musk, personne ne sait très bien quel rôle il joue encore autour de Trump dans l'administration. Merci beaucoup, Laurence, pour ces éclairages qui montrent quand même qu'un travail de prospective qui éclaire les différents futurs possibles pour se préparer à différentes situations est utile, notamment quand il est fondé sur des analyses rigoureuses. Voilà, donc continuez à suivre Laurence et puis évidemment nos analyses au sein de Futuré. Merci beaucoup.